Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette trêve hivernale. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année en famille, de belles fêtes de Noël. Et j'en profite pour vous souhaiter, au nom de l'équipe de Bienvenue en Ile-de-France, une excellente année 2026. Aujourd'hui, on va justement discuter d'un sujet qui va marquer ce début d'année, les élections municipales à Paris. Dans un peu plus de 2 mois, les 15 et 22 mars, nous saurons qui remplacera Anne Hidalgo à la tête de la capitale. Un combat qui promet d'être musclé entre Emmanuel Grégoire et Rachida Dati notamment, et un jeu d'alliance déjà entamé dont on parle avec nos invités autour de la table dans 1 minute. En culture, une plongée en totale immersion dans les mondes préhistoriques. C'est la nouvelle exposition de l'Atelier des Lumières et c'est comme toujours extrêmement bluffant et particulièrement innovant. Le Figaro Histoire nous raconte enfin le 5 janvier 1649, c'est la nuit où Louis XIV, enfant, a été contraint de fuir Paris. On en parle en fin d'émission avec Geoffroy Caillet. Les 15 et 22 mars, les Parisiens vont voter pour élire le futur maire de Paris en tenant compte d'un nouveau mode de scrutin instauré par la loi Paris-Lyon-Marseille. Anne Hidalgo quittera Paris avec un bilan plus que contrasté. 54% des Parisiens le considèrent en effet comme mauvais selon les derniers sondages. Est-ce suffisant pour permettre à Rachida Dati de l'emporter? On va en parler avec nos invités. Pierre Lepelletier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service politique du Figaro, accompagné aujourd'hui en plateau de Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour Victoire. Bonjour et bonne année, messieurs. Bonne année. Professeur de communication politique à Sciences Po. C'est vrai qu'on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble, puisqu'on se permet un petit point municipal en reprise après cette trêve hivernale. J'aimerais qu'on commence par un petit point pédagogique pour expliquer à ceux qui nous écoutent la manière dont ils vont voter pendant ces élections des 15 et 22 mars. Le premier tour aura donc lieu le 15, le second le 22. Et on va rappeler peut-être un peu les conséquences de cette loi PLM Paris-Lyon-Marseille. C'est simple, il y aura 2 bulletins de vote où les Parisiens pourront voter à la fois pour leur maire d'arrondissement et à la fois pour la mairie, disons, on appelle ça centrale. Donc c'est pensé pour que finalement une voix égale, un électeur égale une voix égale directement pour le maire. Ce qui est une différence par rapport à avant dans ces villes, Paris, Lyon et Marseille. Et pour certains, c'est bien parce que ça permet d'être plus directement lié au maire de la ville, que ça facilite l'élection. Alors concrètement, on va déposer un bulletin pour élire les conseillers d'arrondissement et un autre pour les membres du Conseil de Paris. Est-ce que ça implique, Philippe Moreau-Chevrolet, d'avoir une connaissance parfaite des forces en présence et des dynamiques politiques? Ça va déjà impliquer de connaître le fait qu'il y a 2 bureaux de vote différents, donc ce n'est pas le même bureau de vote. Ça veut dire qu'on va dupliquer toutes les forces municipales, donc il va falloir que les électeurs déjà votent 2 fois, qu'ils comprennent qu'ils votent 2 fois à 2 endroits différents. Ce n'est pas complètement évident, et puis qu'ils le fassent effectivement. Une question, si on ne vote qu'une fois, qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense que le vote est conservé pour la fois où on a voté. D'accord. C'est une excellente question. Ça fait partie de toutes les questions qu'on va se poser parce qu'il va y en avoir beaucoup quand même. Et puis après, il va falloir qu'ils arrivent à différencier leur vote. Alors là, moi, en tant qu'électeur, j'avoue que je ne sais pas comment je vais faire. Mais en gros, il va falloir bien avoir conscience qu'il y a un cas où on vote pour son arrondissement. Donc, en général, les Parisiens aiment bien leur maire d'arrondissement, les réalisent volontiers. Moi, je suis dans le 9e arrondissement, donc peut-être que donc c'est Delphine Burki sera réélue. Bon, ça, c'est un vote. Et puis, il y a un deuxième vote qui va être le vote pour la mairie centrale, où là, on va pouvoir se défouler, entre guillemets, et choisir le candidat de cœur. Alors, ça, c'est peut-être Rachida Dati, mais on peut aussi imaginer que quelqu'un qui vote pour Delphine Burki se mette à voter pour Emmanuel Grégoire. Pourquoi pas? Ça, c'est possible. Oui. En tout cas, on pourra le faire. On peut être très satisfait de son maire d'arrondissement. Tout à fait. C'est mon cas. Et pour autant, avoir peut-être une sensibilité différente de celle de Rachida Dati. Donc ça peut provoquer aussi au final un résultat très surprenant, où on peut avoir des maires d'arrondissement majoritairement à gauche, et puis une maire de droite. Ou un maire de droite, puisqu'il y a aussi Bournazel. Tout à fait. On va en parler longuement pendant cette émission. Ça crée déjà, Pierre Lepelletier, des casse-têtes pour les candidats qui s'organisent avec leur liste d'arrondissement. C'est notamment le cas pour Rachida Dati. Alors, il y a d'un côté les fidèles pour qui les choses sont plutôt acquises. On pense à Jean-Pierre Lecoq dans le 6e arrondissement. Il y a également Philippe Goujon, c'est dans le 15e arrondissement. Geoffroy Boulard dans le 17e. Delphine Burki, dont on vient de parler, dans le 9e arrondissement. Là, c'est plutôt sécurisé de leur côté. Mais elle se pose des questions, notamment pour le 8e arrondissement. Et Jeanne Dautzer, qui n'a pas été très tendre avec elle. C'est vrai qu'en plus, la droite parisienne est quand même depuis des années assez divisée sur la figure de Rachida Dati en réalité, mais elle fait l'unanimité maintenant depuis,
alors effectivement, il y a quelques voix dissidentes, mais beaucoup de gens sont quand même rentrés, beaucoup d'élus sont quand même rentrés dans le rang. Mais voilà, il faut voir ensuite où est-ce que tout ça va. Est-ce qu'elle sera soutenue jusqu'au bout? Elle a quand même quelques ennuis aussi judiciaires. Il y a une candidature de Pierre-Yves Bournazel qui peut peut-être un peu rebattre les cartes. Mais voilà, la droite parisienne est quand même encore un peu divisée. On va voir si tout ce petit monde suivra jusqu'au bout. Et donc, ça implique des calculs politiques, justement, pour satisfaire tout le monde dans le cadre de ces listes d'arrondissement, essayer de câliner ceux qui ont été là depuis le début. Oui, c'est toujours, de toute façon, les listes municipales, il y a souvent les politiques nous en parlent. Ils disent que c'est le plus grand casse-tête des élections, c'est de faire les listes, parce qu'il y aura toujours un qui ne sera pas content d'être 25e et non 24e. Et que du coup, s'il avait été 24e, il aurait eu plus de chances d'être élu, donc il est 25e, donc il râle, donc il va parler aux journalistes. Enfin, c'est un exercice diplomatique. C'est un énorme exercice diplomatique, c'est un gros casse-tête. Généralement, c'est pas facile. Enfin, beaucoup de politiques nous disent que c'est pas facile, c'est de faire des choix. On peut vite passer pour le méchant. Donc, bon, là, c'est à peu près en train d'être finalisé, mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est pas évident. Ce qui est le cas aussi pour Emmanuel Grégoire, qui en plus doit satisfaire les écologistes. Depuis que David Béliard a renoncé à briguer la mairie de Paris pour le soutenir, ça implique, j'imagine, un certain nombre de concessions. Ça implique des concessions. Puis son premier enjeu, c'est de se faire connaître. Personne ne connaît Emmanuel Grégoire, vraiment. Dans un système normal, entre guillemets, avant le changement de la loi, il aurait pu être élu dans un fauteuil juste parce qu'il contrôle bien le terrain, les socialistes. Donc avant la loi APLM avant ce changement-là, il aurait pu quasiment être assuré d'être réélu, parce que le problème de la droite, c'est non seulement qu'elle est divisée, mais c'est aussi qu'elle est quasiment absente dans les arrondissements. Elle ne fait pas vraiment un gros travail de terrain. Ils sont très, très en guerre donc depuis longtemps, donc ça a beaucoup laissé de traces. Emmanuel Grégoire, son premier truc, c'est la notoriété, se faire connaître des Parisiens. C'est difficile de lutter contre Rachida Dati. Rachida Dati, c'est un bulldozer en campagne. Elle n'en est pas encore à kidnapper des chefs d'État en exercice, mais elle est quand même dans cette vibe-là, vous voyez. Donc c'est une femme forte qui incarne une certaine forme d'autorité et une forme de communication directe avec les gens. Et Emmanuel Grégoire, il est très, très, très loin de ces critères-là. Le seul obstacle, effectivement, c'est Bournazel. Qui, s'il tombe en dessous de 10, va être obligé de se rallier. Mais s'il se maintient au-dessus de 10% d'intention de vote, il peut rester dans le jeu. Donc Dati, elle peut aussi tout à fait perdre à ce stade encore. Pierre-Yves Bournazel, qui n'a pas été tendre dans cet ouvrage, La bataille pour Paris avec Rachida Dati. Pour le citer en quelques mots, personne en état d'ébriété narcissique, c'est la manière dont il décrit Rachida Dati, un enchaînement d'ordre et de contre-ordre dans une mission suicide, ou tout du moins une belle galère. Voilà les mots qu'il utilise pour qualifier Rachida Dati, éventuellement maire de Paris. On voit que là, une union entre les deux, même de second tour, s'annonce drôlement compliquée, hein. Oui, après, moi, c'est vrai que je me suis toujours un peu méfiant par rapport à toutes ces déclarations, parce qu'on en a entendu tellement dire du mal des uns et des autres, pour finalement s'allier et fusionner, parce que la raison fait qu'au final, on se retrouve... On n'a pas le choix, hein. Oui, et voilà, et pour connaître un peu, en off, certains proches de Bournazel, certains commencent déjà à dire, bon, bah, au second tour, il faudra quand même réfléchir à une fusion, parce qu'on reste quand même des gens de droite, et donc on ne va pas prendre le risque de faire gagner Emmanuel Grégoire, au pire, Sofia Chikirou, enfin en tout cas la gauche. Mais en tout cas, la bataille sera féroce avant. La bataille sera féroce avant. Donc après, voilà, c'est toujours la même question. Il ne faut pas aller trop loin non plus. Il y a des lignes rouges. Là, les mots sont durs, je trouve. Mais il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas non plus totalement franchir, parce que le jour où il faut se retrouver ensuite, c'est forcément un peu plus compliqué. Surtout cette histoire de personne en état d'ébriété narcissique, en effet, il y va fort. Déjà, il est optimiste, il suppose qu'il va être au premier tour. Oui. C'est quand même pas. Et ça, c'est pas gagné. Oui, non, c'est pas gagné. S'il descend en dessous de 10% d'intention de vote, logiquement, il va se mettre du côté de Rachida Dati. Tout le travail de l'équipe Dati consiste d'ailleurs à le faire baisser en intention de vote. Donc à faire comme si, au fond, il n'existait pas, Bournazel, ce qui est d'autant plus facile qu'il existe quand même assez peu. Donc pour eux, le jeu est assez simple pour l'instant. Ce jeu des alliances qui a déjà très largement commencé, on en a parlé sur ce plateau à de nombreuses reprises. Ce matin sur CNews, Aurore Berger réaffirmait son soutien à Rachida Dati, et ce malgré les consignes de vote de Renaissance. Je vous propose qu'on l'écoute. Écoutez, moi j'ai fait un choix qui est un choix de clarté. Le choix de clarté, c'est quoi? C'est qu'un je veux qu'on gagne Paris. Le parti a fait le choix de la confusion. Je veux qu'on gagne Paris. Parce que je suis une élue francilienne, je suis une élue de la Grande Couronne, et j'ai vu toutes les difficultés que nous rencontrions au quotidien à voir la gauche qui gouverne à Paris. Donc moi, je veux que Paris change. Et pour que Paris change, il faut gagner Paris. Et celle qui peut gagner Paris, c'est Rachida Dati. Donc moi, je veux qu'on puisse réussir l'union la plus large autour d'elle. Ce que dit Aurore Berger, c'est je me place dans le camp des vainqueurs. En tout cas, elle imagine Rachida Dati gagner. C'est ce qu'elle dit toujours. Elle le dit, hein, je suis du côté du gagnant. Elle ne l'a pas toujours été, mais elle essaye. C'est la constante de la carrière d'Aurore Berger.
Qu'est-ce que ça dit de soutenir Rachida Dati plutôt que Pierre-Yves Bournazel, et ce malgré les pseudo-consignes de vote? Non, mais moi, je suis en charge de la gauche, mais je trouve ça étonnant d'observer que Renaissance est difficilement lisible sur cette élection, puisque Renaissance appelle à voter pour Pierre-Yves Bournazel, alors qu'il y a Rachida Dati qui est candidate, et Rachida Dati est dans un gouvernement macroniste. Renaissance donc. Voilà, de Renaissance. Renaissance appelle à voter pour Pierre-Yves Bournazel, alors que Pierre-Yves Bournazel est un proche d'Édouard Philippe, Horizon, qui lui-même a appelé à la démission du président de la République. Et donc, tout ça est quand même assez illisible chez les macronistes. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment ils se l'expliquent. Mais on a l'impression un peu de revivre 2020, où ils ne savaient pas trop, ils avaient Griveaux, puis ils avaient Buzyn, puis en même temps, il y avait Villani. On sent que pourtant, c'est un électorat, à Paris, il y a quand même beaucoup d'électeurs macronistes. Normalement, c'est une sociologie qui leur est favorable. Et pour autant, on voit qu'ils ont du mal à s'organiser et ils font beaucoup de loupés, quoi. Ce qui fait dire à Brice Teinturier qu'on est très loin d'un affrontement droite-gauche. On constate un émiettement, je le cite, des forces politiques qui pourrait mener à une quadrangulaire au second tour. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible, oui, on peut tout à fait avoir ça, parce que comme il y a un vote qui est absolument nouveau, imprévisible sur une surface très très dispersée, on peut tout à fait avoir une quadrangulaire. C'est pas le scénario le plus probable. En tout cas, ce qui aimerait, dans l'absolu, Rachida Dati, c'est qu'elle ait un affrontement direct avec Chikirou, parce que Dati-Chikirou, c'est assez facilement gagnable. C'est une gauche caricaturale. En plus, elles sont toutes les deux avec des affaires judiciaires, donc il y a beaucoup de choses qui les rassemblent en réalité. Donc c'est un affrontement qui serait assez vivant, on va dire. Eux, ils aimeraient beaucoup ça. Emmanuel Grégoire étant quand même présent, ça va être difficile. Mais on peut avoir une surprise. On peut aussi avoir un Emmanuel Grégoire beaucoup plus bas, parce qu'il n'est pas très connu, et des gens beaucoup plus médiatiques, comme Nafo ou Chikirou, qui montent beaucoup. C'est possible, parce que ça c'est pas la même reste une élection. Éventualité, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on lit dans les derniers sondages. Non, le problème, c'est qu'il y a deux scrutins. S'il n'y avait qu'un seul scrutin, ce serait lisible, mais on a un scrutin comme d'habitude, par arrondissement, où la gauche peut tout à fait gagner. Moi, j'y crois complètement, que la gauche puisse être majoritaire sur ce scrutin-là, mais sur le scrutin de personnalité, on va dire, là, c'est beaucoup plus flou. On ne sait pas qui peut être en premier. Et honnêtement, Sarah Knafo fait une entrée assez forte. Elle peut représenter quelque chose si elle prend les voix du RN en particulier. Et Sophia Chikirou est au coude à coude avec Pierre-Yves Bournazel dans les derniers sondages, en tout cas ceux du 13 décembre. Il y a une vraie interrogation 2025. quand même. Et il faut se souvenir qu'il faut seulement 10% pour accéder au second tour. C'est ça. Alors si les 4 voire 5 sont au second tour, plus de 10% et donc au second tour, ça peut partir dans tous les sens. Tous les sens. J'aimerais qu'on s'arrête justement sur les soutiens ou non dont bénéficient certains. Pierre-Yves Bournazel, qui par exemple ne bénéficiera pas de du soutien de la maire du 9e arrondissement. Delphine Burkley, qui soutiendrait plutôt Rachida Dati. Est-ce qu'il a des soutiens forts, hormis bien sûr Édouard Philippe ? Alors tout Paris était à son lancement de campagne quand même. Vraiment tout le monde à Paris était là. Donc lancement de campagne réussi. Lancement de campagne réussi. Il y avait effectivement Édouard Philippe, il y avait aussi beaucoup d'élus macronistes. Il y avait toute la presse et honnêtement c'était un lancement de campagne vraiment en fanfare. Parce qu'il y avait Édouard Philippe. Parce qu'il y avait Édouard Philippe comme parrain, bien sûr. Ça a fait pchit. Pourquoi ? Parce que Rachida Dati, c'est une machine de guerre. Elle communique sur elle-même, elle est très connue. Et elle fait des vidéos, elle est très incarnée, elle est dans la tendance, elle est dans l'esprit du temps, on va dire. Après, pour les électeurs parisiens qui sont assez âgés, Paris est en train de se transformer quand même sociologiquement. Moi, j'ai des enfants, on n'est pas ultra majoritaire à avoir des enfants à Paris. Les écoles ferment à peu près chaque année, des classes ferment chaque année dans les écoles. Donc on est en train de devenir quand même une sociologie assez âgée, assez riche. Est-ce que ça peut favoriser Dati ? C'est pas sûr, parce qu'ils aiment bien aussi la continuité, les Parisiens. Et puis finalement, on râlait beaucoup sur Hidalgo, mais on votait quand même pour elle. Pourquoi ? Parce que c'était des loisirs, c'était moins de voitures et c'est pas si désagréable que ça. C'est aussi 50% de pollution en moins sur 20 ans. Enfin, il faut voir qu'il y a une différence entre le fait de râler contre Anne Hidalgo et voter pour son opposante. Voilà, c'est pas Ce sont deux réalités qu'on a pu observer. On est français, donc on râle en permanence, mais le vote c'est différent. Et finalement, les Parisiens, est-ce que la gauche mécontentée tant que ça dans sa gestion ? J'en suis pas persuadé. Après, la bataille pour Emmanuel Grégoire, encore une fois, c'est celle de la notoriété, parce que là, c'est pas juste une rente de situation. On prend la mise sur les arrondissements. Il va falloir exister dans la campagne et ils sont pas très bons pour ça à gauche. Dans un entretien dans la Tribune dimanche, il y a Emmanuel Grégoire qui a été lui aussi assez féroce avec Rachida Dati. Il a parlé d'elle comme une excellente TikTokeuse. Quelle proposition Dati a-t-elle faite ? Je n'en ai retenu aucune et je crois que les Parisiens non plus. Dati est une excellente TikTokeuse, mais je ne la vois pas transformer des succès d'audience. Mes capteurs ne sont ni TikTok ni X, mais les Parisiens que je rencontre. Là, on n'est même plus sur une bataille des idées, on est sur une bataille de la forme, la manière de faire campagne. Est-ce que ça, c'est un levier intéressant ?
Effectivement, en fait, il doit rattraper un retard de notoriété et pour se faire connaître, il faut quand même faire un peu de buzz. Enfin, c'est bête, mais à part, effectivement, il a quand même un programme déjà assez bien détaillé, il fait quand même beaucoup de fonds, mais c'est sûr que comparé à la notoriété de Rachida Dati et son avance qu'elle a sur ce point-là, il est obligé de sortir un peu du bois, de montrer muscler un peu le jeu, et donc ça passe aussi. Il sait faire ça, muscler un peu le jeu. Non, c'est pas franchement, pour le connaître depuis quand même un bout de temps, c'est pas franchement son naturel. C'est quand même plutôt quelqu'un qui est assez dans ses dossiers. Le mot est peut-être un peu mal choisi, mais un peu technocrate. Et il doit maintenant, un peu descendre dans l'arène. Et c'est sûr que c'est pas naturel. Donc là, quand il parle comme ça à la tribune dimanche, on sent que on lui dit il faut y aller. Et voilà, il faut rendre les coups. Et donc il commence comme ça. Est-ce que ça suffira? Alors effectivement, il y a cette question de l'alliance avec les écologistes juste avant Noël, qui a quand même un peu cranté dans l'actu, et ça crée une petite dynamique, en tout cas dans les sondages, ça lui permet de repasser à touche-touche ou juste devant avec Rachida Dati. Mais voilà, la campagne va être longue, il va y avoir quand même des sacrées personnalités, parce qu'il y a Sofia Chikirou, sans doute Sarah Knafo, Rachida Dati, c'est quand même 3 femmes politiques qui sont quand même des fauves politiques. Elles rendent beaucoup de coups pour le coup, et Emmanuel Grégoire va devoir exister parmi elles. Ouais. Est-ce qu'il a intérêt à rester dans son style de campagne, ce qui lui ressemble, ce qui lui a réussi aussi, puisque les Parisiens le connaissent et le reconnaissent comme quelqu'un qui est un bosseur, quelqu'un qui connaît Paris? Oui, bien sûr. Ou est-ce qu'il a intérêt à devenir ce fauve politique à l'image d'une Rachida Dati, d'une Sarah Knafo? Aujourd'hui, on peut être un très bon candidat et un très mauvais président de la République ou maire, etc. Il y a une vraie différence entre les gens qui sont des bons candidats et les bons exécutants. Lui, c'est un bon exécutant. C'est pas pour l'instant un très bon candidat. Un très bon candidat. Et là, ce qu'il fait, c'est plutôt du refus d'obstacles. Quand il dit ouais, c'est TikTok, je lui laisse les réseaux sociaux. Très bien, ça pouvait fonctionner en 1995, au début d'Internet, on pouvait dire non, c'est un gadget. Moi, j'ai fait une école de journalisme et mon directeur d'école a dit non, vous verrez Internet dans 2 mois, Moreau-Chevrolet, c'est fini, ce sera passé de mode. Bon, ça n'a pas exactement fonctionné. On est un peu face au même phénomène. Il ne faut pas faire de refus d'obstacles. Il faudrait plutôt qu'ils disent je vais aller sur les réseaux sociaux, je vais me battre, je vais faire ce qu'il faut. Mais quand il le fait, ça marche moyen. Hein. Et oui, mais il faut continuer. Il faut y aller quand même, il faut persévérer. Voilà, mais il n'est pas obligé de faire que des foires au teckel. Ce qu'il a fait très bien, c'était super, l'idée du teckel, mais Rachida Dati, elle va... C'est hyper à la mode, pardon, mais... Oui, non, mais je ne dénigre pas les possesseurs de teckel, moi je suis plutôt chat que chien, mais bon, après, chacun... Voilà, Paris, je trouve que les chats, c'est plus adapté, au trottoir parisien en tout cas. Mais en tout cas, les teckels, ça ne suffit pas, mais il peut se mettre dans la bataille, il peut combattre. Le problème du PS, c'est qu'ils sont convaincus d'avoir les bonnes idées, d'avoir la bonne gestion, d'être vraiment des bonnes personnes, et peut-être qu'ils le sont, mais il faut que ça se voit, et il faut arriver à séduire les électeurs. Et là-dessus, ils ne sont pas bons, ils ont toujours ce scrupule de ce que moi j'appelle les démocrates en tweed, face aux populistes, qui est de se dire ah, « je ne vais quand même pas faire comme lui ». Mais si, en fait, il faut faire comme lui. Et puis après, une fois qu'on est au pouvoir, on gère différemment. On peut mener ses idées il faut être élu dans l'exercice du pouvoir, bien sûr. Est-ce que vous trouvez, messieurs, que Rachida Dati s'est suffisamment saisie du bilan d'Anne Hidalgo et des critiques qu'on peut formuler? Vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'empêche pas les Parisiens de l'avoir réélue. Je me suis noté quand même certains éléments. 54 Parisiens considèrent ce bilan comme mauvais, notamment sur des domaines comme la sécurité, comme les impôts locaux, comme la circulation ou encore la propreté qui font défaut, sans oublier le stationnement. Vous l'avez dit, il y a d'autres motifs qui satisfassent les Parisiens. Ce n'est pas le cas de ces sujets. Moi, je trouve, alors la vidéo a beaucoup fait parler. Mais la vidéo, on la voit en avec les éboueurs. Avec les éboueurs, ouais, ça a été vu des millions de fois cette vidéo. Enfin, c'est quand même des chiffres assez. 10 millions. Ouais. 10 millions. Ça fait pas des votes, mais. Non, ça fait pas des votes, mais bon, elle incarne quelque chose. Et je trouve dans la mise en scène, il y a un côté, on prend les poubelles et on met tout dans la benne. Ça fait un peu. Moi, je vais vous débarrasser de tout ça. Enfin, il y a un côté très sarkozysme même là-dedans, ou voilà, un peu dégagisme et qui, pour le coup, a l'air de plutôt bien marqué. Enfin, en tout cas, ça a été vu sur les réseaux sociaux. Après, effectivement, est-ce que ça se transforme en vote? Mais ça, c'est de l'exploitation directe du bilan d'Anne Hidalgo, c'est de dire, bon, là, elle a raté, moi, je ferais mieux. Moi, je trouve qu'il y a le côté, la ville est sale, donc je vais mettre les mains dans le cambouis, et moi, je vais me charger de tout ça. Je trouve que pour le coup, c'était plutôt malin. Après, est-ce que ça marche vraiment auprès des électeurs parisiens? Sur quoi Rachida Dati a-t-elle intérêt à mettre le focus justement sur ces points peut-être d'inconfort des Parisiens et de ce qui les embête? Zoran Mandani à New York a été élu sur un point central qui était l'accessibilité de la ville. En gros, est-ce que vous pouvez vivre aujourd'hui à New York
non, donc on va vous permettre d'y habiter à nouveau. On pourrait imaginer qu'un candidat de gauche fasse une campagne là-dessus, par exemple. Ce serait, voilà. Pour l'équivalent à droite de ça, pour l'instant, moi, j'ai du mal à le voir. Je trouve qu'elle a beaucoup de pistes, mais elle n'a pas encore de vrais axes de campagne. Non, parce que, en fait, sur quoi faire campagne sur la sécurité. La sécurité, oui, mais enfin, on n'est pas non plus à feu et à sang. Paris, ça va globalement. Il y a des arrondissements qui vont mal, mais ils ne votent pas. Oui, mais c'est le sujet de préoccupation numéro 1. Oui, mais les arrondissements, il y a le plus de problèmes de sécurité. Votent pas nécessairement Dati, et ceux où il y a le plus de sentiments d'insécurité voteront de toute façon Dati. Donc est-ce que c'est un curseur pour séduire les indécis? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas encore d'axe, la droite n'a pas encore trouvé d'axe fort. Il y en a, probablement. Il y a les familles, elle dit les familles qui partent de Paris. Et effectivement, en gros, il y a les un peu, je caricature, mais les bobos précaires qui sont locataires et les très riches. Et entre deux, les familles s'en vont de Paris. Et elle dit qu'il faut les ramener dans Paris, quoi. Il faut les ramener dans la capitale. C'est un bon axe. Dans le 9e, ça fonctionne très bien, le thème familial. Mais c'est pas. Peut-être que ça peut fonctionner, oui. Mais il faut qu'ils réfléchissent dessus encore. Vous avez tout à l'heure parlé des affaires en cours du côté de Rachida Dati, du côté de Sophia Chikirou également, qui sera bientôt jugée pour escroquerie. Une citation de sa part: depuis, les deux sociétés ont convenu d'un accord et ont cessé toute leur démarche. C'est donc sans plaignant et sans préjudice que le parquet renvoie à un procès après les élections. Peu lui importe en réalité de faire justice, il s'agit surtout de nuire à ma campagne. Est-ce que ces affaires judiciaires qui s'invitent finalement dans cette campagne pour les municipales à Paris font du mal à ces candidats, ou est-ce que finalement l'électeur moyen s'en fiche un peu? C'est très dur à dire. On a l'impression que effectivement Rachida Dati a un procès en septembre, mais que ça n'enraye pas forcément sa dynamique. Donc Chikirou fait le même pari, c'est-à-dire que les Parisiens ne vont pas lui reprocher d'être embêté par la justice, et Sophia Chikirou en plus décline l'argument de dire c'est contre moi, c'est contre LFI, c'est contre Mélenchon, ne vous faites pas avoir. Oui, c'est un procès politique. Voilà, c'est un procès politique. C'est ce qu'elle dit. Est-ce que ça marche? En tout cas pour Sophia Chikirou, c'est quand même une pierre de plus dans un sac qui est déjà bien rempli. C'est lourd, assez lourd, parce qu'il y a quand même pas mal de polémiques déjà, au-delà du judiciaire. Il y a quand même des polémiques sur ses positions sur la Chine, sur même les SMS qui ont fuité à propos, avec des connotations quand même très homophobes. Dans une ville comme Paris, c'est quand même assez étonnant comme personnalité. Donc, mais vous l'envisagez quand même tous les deux, potentiellement aller au second tour? En tout cas, pour l'instant, les sondages donnent ça, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut voir... 13%. Selon les derniers. Sophia Chikirou dit, dans les quartiers populaires, elle cartonne. Parce que voilà, c'est Mélenchon, c'est LFI, c'est les seuls qui... Et elle dit, dans les quartiers populaires, les gens ont la sensation qu'on est les seuls à les défendre, et que finalement, les affaires judiciaires, tout ça passe ensuite, quoi. Une question également concernant ces alliances potentielles à droite. Est-ce qu'on peut imaginer une alliance de second tour entre Rachida Dati, Pierre-Yves Bournazel, on en a parlé, peut-être M. Mariani ou Mme Knafo? C'est possible, ça? C'est peu probable. Enfin, c'est possible, oui, que Knafo, qui fasse pas un très bon score et dise « Ok, je vote Dati », c'est possible. Qu'elle appelle à voter Dati. Qu'il y ait une alliance formelle. C'est quand même très dangereux d'annoncer qu'on va faire une alliance avec Mariani, avec Knafo. C'est dangereux de le faire aussi en termes d'image. Je ne le sens pas comme ça. Bournazel, oui, bien sûr, parce qu'il faudra quand même capitaliser là-dessus. Donc, non, c'est l'extrême droite à Paris, elle est quand même assez faible. C'est plutôt un label infamant qu'un label qui va vous propulser en termes de voix. Et les filles d'équation un peu différentes. Pardon, mais si on ajoute quand même les deux scores, celui de Thierry Mariani et celui de Sarah Knafo, on arrive quand même à 14%. Oui, mais elle pourra les avoir sans avoir forcément besoin de faire une alliance formelle. D'abord, il faudrait que Mariani dise je vais voter Dati, ce qui n'est pas complètement évident. Knafo non plus, parce qu'elle va vouloir préserver l'avenir. Donc, d'un côté ni de l'autre, je ne vois pas très bien la volonté de s'unir. Voilà. Et la même chose pour LFI. Oui, Emmanuel Grégoire a promis qu'il n'y aurait pas d'alliance avec la France insoumise. Pour toutes les raisons qu'on vient de dire. LFI, d'abord, a s'aborder son image vis-à-vis de la gauche modérée en étant extraordinairement radicale sur plein de sujets. On ne va pas lancer de polémique maintenant, mais il y en a quand même un paquet. Elle soutient la Chine, elle soutient la Russie, elle est accusée d'antisémitisme. Enfin, la liste est extrêmement longue. Donc Emmanuel Grégoire ne peut pas même accepter s'il fait ça, les il voix n'a plus une voix des électeurs de la gauche modérée. Du jour au lendemain, il n'aura plus de soutien de la gauche modérée. Mais vous confirmez? C'est un vrai défi pour lui, parce que en fait, alors lui, tout son pari, c'est de dire que Chikirou fera moins de 10%, et comme ça... on n'aura pas besoin d'en parler. C'est le même pari pour Dati avec Bournazel. Mais seulement, en fait, si Chikirou reste à ce niveau-là, à 13% dans les sondages, et en fait, il y a quand même 13% des électeurs insoumis. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Et en fait, les écolos, qui sont alliés avec le PS, disent « Nous, on veut un large rassemblement de toute la gauche. » Sauf que Emmanuel Grégoire ne veut pas. Donc on voit qu'il y a quand même une sorte de flou artistique
qui va durer jusqu'au premier tour et tout le monde va un peu espérer et croiser les doigts pour que Sofia Chikirou fasse moins de 10%. Mais si le soir du premier tour elle est un peu plus de 10, qu'est-ce qui se passe ? On en parlera évidemment. Qu'est-ce qui va se passer d'ici au premier tour des élections municipales le 15 mars ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une campagne extrêmement facile du côté de Rachida Dati qui va être en roue libre, qui va décliner, qui va cartonner, qui va faire beaucoup de bruit. Et en face, on va voir si ça réagit ou pas. Et s'ils ont compris la bataille dans laquelle ils sont, ils vont réagir, s'adapter et se battre. Ils vont plus faire de petites phrases en disant « nous, on n'est pas du tout dans la modernité, les gars, on préfère être en 1980 qu'en 2026 ». Et s'ils réagissent, là, on aura une bataille peut-être intéressante. Le risque pour Emmanuel Grégoire, c'est qu'on se retrouve dans une bataille entre populistes, avec Dati qui parle à Knafou et à Chikirou, et que les autres, on les regarde gentiment, mais qu'on ne vote pas nécessairement pour eux. Donc ça, c'est un vrai risque, surtout si on a une campagne qui est centrée sur ces personnes-là. Pierre Lepelletier, est-ce qu'il y a des temps forts qui vont ponctuer cette attente et cette campagne jusqu'au 15 mars ? Là, on est début janvier, donc c'est quand même ça, le top départ, quoi. Il y a eu le pistolet, là, c'est parti. Vous pouvez nous le faire si vous voulez. Mais voilà, donc là, on va voir. C'est un pistolet parisien, c'est discret mais efficace. Oui. Chic. Un silence chic. Non, il va y avoir les premiers meetings, les premiers débats, et effectivement, ça va commencer un peu à cartonner. En fait, c'est une élection qui est hyper passionnante parce que vu qu'il n'y a pas de maire sortant, tout est remis, enfin, les compteurs sont remis à zéro. C'est de nouveaux personnages à part Dati. Et c'est la première élection vraiment de LFI. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à Paris où ils font quand même des grands scores aux élections nationales à Paris. Voilà, quel est le score de Knafo. Enfin, ça va être passionnant à suivre. Si vous deviez faire un pronostic aujourd'hui, vous détestez ces questions. Ouais, c'est dur. Aujourd'hui, sur quoi est-ce que vous miseriez ? Pour l'instant, je pense qu'Emmanuel Grégoire a encore des chances de l'emporter parce qu'il y a une logique aussi de terrain. Et il ne faut pas oublier ça, il y a quand même une logique d'arrondissement. La gauche est ultra bien implantée depuis longtemps. La politique parisienne de la gauche, ça séduit plutôt les électeurs, quoi qu'ils en disent. Ils l'ont quand même réélu, Hidalgo. Donc moi, je miserais quand même plutôt pour l'instant là-dessus. Mais c'est une position qui est très théorique et elle peut être attaquée assez facilement. D'ailleurs, elle l'est. Pierre Lepelletier, le mot de la fin. Je pense qu'effectivement, l'électorat parisien reste plutôt de gauche, mais c'est encore une fois de la théorie. Et il y a tellement de facteurs et de personnages que tout est possible. Et on suivra bien sûr cette élection et cette campagne qui promet d'être musclée, vous l'avez dit, passionnante. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir aidés à décrypter les derniers mouvements. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. L'Atelier des Lumières et ses spectacles immersifs continuent à nous faire voyager. Alors là, on va rembobiner et on va se retrouver 66 millions d'années en arrière, à l'époque des dinosaures, une odyssée préhistorique absolument bluffante qui nous est racontée par Gérard Lanvin à la rencontre d'une faune et d'une flore impressionnantes qu'on adore redécouvrir et on en parle avec vous. Simon Herriès, vous êtes directeur de l'Atelier des Lumières. Ce que j'aime bien, c'est l'effet gigantesque machine à remonter le temps. Ah oui, c'est le cas. On rentre dans cette grande halle qui est une ancienne fonderie qui a été investie en 2018. On y a installé 130 vidéoprojecteurs, des haut-parleurs de son de très haute qualité. Et on se sent totalement immergé parce qu'on a des murs de 10 mètres de haut. Forcément, un mur de 10 mètres de haut pour des dinosaures, c'est parfait. Oui, ça correspond parfaitement à l'échelle. On y reviendra parce que c'est notamment quelque chose que vous proposez pour nous permettre de mieux comprendre finalement ces espèces. C'est une sorte aussi de voyage, je le disais, de voyage dans le temps et puis de rencontre avec ces dinosaures qui n'ont cessé de nous fasciner. C'est d'ailleurs une partie de cette exposition. On explique les représentations des dinosaures, le rapport qu'on entretient avec eux. C'est ce qui a motivé votre choix de mener cette exposition, notre fascination pour ces animaux? Absolument. Quoi de mieux finalement pour remonter dans le temps et aller voir ces dinosaures dans des situations qu'on ne soupçonnait pas. On y voit une parade entre deux T-Rex, la naissance de bébés dinosaures, un T-Rex qui vient nager dans l'océan. Et tout ça, c'est possible grâce à justement ce mapping vidéo et l'Atelier des Lumières qui offre ce spectacle grandiose à 360 degrés. Ouais. Est-ce que vous ne cessez d'être surpris par les possibles de l'innovation? Parce que ça nous permet de faire. On sait déjà ce que ça a permis à la recherche. Vous en parlez d'ailleurs très bien dans ce spectacle immersif. Et là, de se dire, on assiste finalement à une reproduction gigantesque de ce qu'ont été ces espèces et de ce qu'a été aussi cette planète et ces paysages il y a 66 millions d'années. Oui, absolument. Le mapping vidéo, c'est une innovation en soi. Et cette innovation, à travers les grandes images projetées, permet d'apporter cette couche un peu pédagogique sur qu'est-ce qu'étaient les dinosaures. Alors, on voyage avec eux, on va se comparer avec eux. Et le fait d'avoir les dinosaures de taille réelle sur ces grands murs nous ramène à notre petitesse, j'ai envie de dire, d'être humain. Et c'est absolument fascinant.
C'est un film qui a été conçu et réalisé par 59 Studios à partir de la série originale Apple Prehistoric Planet, avec évidemment le savoir-faire de l'Atelier des Lumières. On va rappeler brièvement ce savoir-faire dont on a souvent l'occasion de parler en plateau. L'idée, c'est vraiment de proposer à chaque fois des expositions événements totalement immersives. Vous avez parlé de l'image, vous avez parlé du son. À chaque fois, on vit une expérience unique. Soit on rencontre un artiste, soit on rencontre, là c'est le cas, des espèces disparues. Absolument. Le programme immersif précédent était sur la conquête de la Lune. On a fait Le Petit Prince cette année. C'était génial, Le Petit Prince. Le Petit Prince, c'est absolument génial, notamment pour les enfants, de voir un petit peu ce récit de Petit Prince, mais adapté à ces grandes images et à ces grandes épopées d'aventure. Et puis aussi la BD, Astérix, Tintin, c'est des programmes absolument fantastiques. La matière est infinie. Absolument. Bon, on regarde déjà la bande-annonce de ces aventures préhistoriques. Dinosaures, c'est à l'Atelier des Lumières. Et je suis sûre que vous n'y tenez déjà plus. C'est vrai, on se faisait la réflexion pendant la bande-annonce. C'est un sujet qui plaît à tout le monde, qui intéresse tout le monde, qui ne cesse de nous fasciner. Vous, ça vous évoque quoi ? Moi, je vois cette thématique des dinosaures comme évidemment une thématique intergénérationnelle. Le nombre de films qu'il sort au cinéma sur les dinosaures, le nombre de livres, et puis même là, aujourd'hui, c'est au programme scolaire de cette année, c'est intemporel, ça nous fascinera toujours, il y a toujours des choses à explorer. Il faut savoir qu'un dinosaure sur 10 millions terminera en fossile, un fossile qu'on pourra exploiter derrière, donc c'est extraordinaire. Cette expérience, elle commence au cœur de l'actuelle Inde, dans les volcans du Deccan, où les mamans dinosaures, les Isosaurus, pondent leurs œufs. Ce sont des dinosaures herbivores géants. On suit quelques jeunes, encore très fragiles, poursuivis par un dinosaure carnivore. Et là, on commence à parler déjà de la reproduction, des différents schémas de reproduction. Je dis qu'on commence par ça, mais finalement, peu importe, puisque c'est une boucle. Oui. Donc l'idée, c'est qu'on peut arriver quand on veut et suivre cette histoire qui nous est racontée. C'est assez génial de se rendre compte de ces différentes manières de donner la vie et de perpétrer ces générations. Absolument, vous avez raison. Et on voit, les dinosaures font partie de cette pyramide. Il y aura toujours des prédateurs, il y aura toujours des plus forts, des plus faibles. Et on a des séquences absolument incroyables dans ce programme, avec la musique de Hans Zimmer d'ailleurs, qui apporte ce côté... Oui, quelque chose d'assez épique, je trouve. Absolument. Et puis le récit de Gérard Lanvin. Gérard Lanvin nous a prêté sa voix, ce qui apporte... là encore, une couche un peu cinématographique. Donc toutes ces grandes séquences, effectivement, des dinosaures, de la vie des dinosaures, est un petit peu, on va dire, mis en spectacle grâce à ces deux composantes. Oui. Moi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est de réaliser que ces bébés dinosaures reviendraient au même endroit, pondre à leur tour leurs œufs, et ce schéma de la vie qui ne cessait de se répéter. On le sait, aujourd'hui, les migrations, c'est un phénomène qui continue et qui dit toujours ce même lien entre les espèces et la nature. C'est aussi des messages qui sont extrêmement beaux et finalement assez contemporains. Bien sûr, la vie est un cycle, et donc là on le voit, ce retour sur sa terre natale, et puis parfois ces rencontres entre deux dinosaures où on pensait qu'il allait y avoir, on voit dans ce programme immersif deux T-Rex qui se confrontent et qui finalement terminent ensemble, créent un couple et passent un petit peu flambeau. Restent ensemble quelques semaines d'ailleurs, ouais, je l'ai appris à cette occasion. Et puis après séparent, et c'est le cycle de la vie, absolument. On découvre évidemment ce qui se passe sur la Terre, mais ce qui se passe aussi dans les mers, dans les océans, avec notamment ces reptiles marins qui protègent une mer d'un prédateur. Survivre, chasser, être chassé, ça aussi c'est un peu la survie qui guide le quotidien de ces espèces. Et on s'en rend compte avec à chaque fois, selon les espèces, des réalités et des modes de vie qui leur sont propres et déjà extrêmement intelligents. Oui, absolument. Et puis on le voit grâce à la projection de la vie dans l'océan, la projection
création de la vie sur Terre. On a à chaque fois des caractéristiques, des spécificités sur ces dinosaures qui ont évidemment des conditions de vie un peu différentes. Certains vont survivre, d'autres pas, d'autres vont se reproduire, d'autres deviendront prédateurs. Et c'est assez extraordinaire justement dans ce récit en 6 chapitres, vous l'avez évoqué, qui tourne en boucle. On peut prendre au début un chapitre sur effectivement la chasse entre 2 prédateurs et terminer sur le chapitre de quelles sont quelles traces les dinosaures vont laisser sur la Terre justement à travers les fossiles. C'est extraordinaire. Oui. Et puis on découvre aussi les liens avec les espèces d'aujourd'hui. On nous explique que finalement, les oiseaux d'aujourd'hui sont des dinosaures, qu'ils découlent directement de leur réalité et de leur fonctionnement. C'est assez génial quand on voit des enfants comprendre que les oiseaux qu'ils vont voir en sortant sont en réalité des dinosaures. Il y a une vocation évidemment pédagogique. Bien sûr, bien sûr. On a porté beaucoup d'importance dans ce programme Dinosaures que de mettre, en tout cas, d'intégrer cette couche pédagogique pour justement expliquer le lien entre ce que voient aujourd'hui les enfants, notamment les familles, et puis aussi tous ceux qui sont amoureux de la nature. Et bien, finalement, c'est un lien avec les dinosaures très très rapidement. Un perroquet, on peut facilement imaginer que finalement son ascendant était un dinosaure. C'est en effet vrai qu'on a cette représentation qui nous vient assez rapidement. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais ces murs immenses qui nous projettent ces images en taille réelle de ces espèces, c'est vrai que ça permet aux enfants notamment de se rendre compte, et puis à nous aussi, c'est vrai, de l'échelle et de la réalité de ces colosses de l'histoire. On peut d'ailleurs s'approcher des murs pour mesurer la taille de ces dinosaures. Et par exemple, le colossal Dreadnoughtus qui domine le paysage préhistorique, et on mesure leur force et leur puissance au travers d'un combat. Et c'est vrai que là, on se rend compte qu'on est tout petit. Et qu'on n'est pas grand-chose dans cette histoire de l'humanité. C'est assez génial. Ce Dreadnoughtus, il fait quand même 25 mètres de long, 12 tonnes. Et donc, en fait, sur les murs de l'Atelier des Lumières qui font 10 mètres de haut, on a représenté le Dreadnoughtus, 25 mètres de long. Alors, je peux vous dire qu'on est tout petit à côté, et les enfants encore plus. Et il y a une séquence absolument géniale dans le programme de Dinosaures. On a affiché tous les dinosaures, et on a affiché aussi les silhouettes à taille nature d'un homme, d'une femme et d'un enfant. On se rend compte qu'on n'est pas grand-chose. On n'est pas grand-chose. Et tous les enfants, et même les adultes, se prêtent au jeu et vont se comparer avec les espèces. C'est assez génial. C'est vrai que, et d'ailleurs c'est mentionné, je trouve ça très bien, cet imaginaire autour des dinosaures est aussi très présent, avec une forme de peur, de fascination, d'inquiétude, et puis de légendes qui ont entouré ces espèces, qu'on redécouvre avant même finalement d'avoir effectivement posé un mot sur leur existence, qui est assez génial. On se rend compte qu'on a imaginé les dinosaures avant même d'avoir pu prouver qu'ils existaient vraiment. Oui, absolument. Le comportement, évidemment, on l'a fait à travers ce qu'on voyait dans la nature aujourd'hui. On s'est dit, ces bébés dinosaures, par exemple, qui se comportent un petit peu de manière candide, en approchant un petit peu les choses de manière un petit peu insouciante. On l'imaginait aussi pour les dinosaures. Et c'est ça qui rend un peu cette expérience assez fascinante, et l'émotion est tout de suite là. C'est qu'on se compare tout de suite à ces grands personnages, ces grands monstres d'il y a 66 millions d'années. Et finalement, en termes de comportement, c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui. On peut parler aussi de l'hommage que vous rendez à ceux qui nous ont permis de savoir tout ça, d'apprendre toutes ces choses sur notre histoire. Je pense évidemment aux scientifiques, aux archéologues, et à ce que vous nous racontez des fossiles, avec une expérience que je trouve extrêmement bien réalisée à partir du corps d'un dinosaure qui tombe à terre et qui est enseveli d'une couche épaisse de boue qui va progressivement, avec le temps, se fossiliser, et de la matière incroyable que ça représente. C'est une ressource unique, un fossile. Absolument. Et la chance est assez fine pour arriver à... Je me souviens plus de la statistique. 1 sur 10 millions. C'est-à-dire qu'un dinosaure qui meurt à un endroit, il faudrait qu'il soit enseveli par une boue, et que cette boue, elle traverse tous les âges et tous les temps. Et finalement, à la fin, on arrive à obtenir un petit fossile qui va nous dire énormément de choses, et qui va nous permettre surtout de dater à chaque fois l'événement de cette mort, et puis derrière essayer de voir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a parcouru. Donc c'est assez fascinant de voir cette séquence, et elle est très très inspirante et très pédagogique, effectivement. Et ça a permis aussi aux paléontologues de comprendre un certain nombre de comportements. Par exemple, quand ils ont retrouvé des fossiles nombreux au même endroit, on comprend que ce sont des dinosaures qui vivaient en troupeau, en tout cas en nombre, qui se déplaçaient ensemble, par exemple dans le cadre d'une migration. Et ça nous apprend beaucoup de choses sur des comportements, on le disait tout à l'heure, qu'on voit encore évoluer aujourd'hui. Bien sûr. Là, aujourd'hui, toutes les images qu'on voit dans ce programme immersif,
elles sont le résultat d'études et approfondies, scientifiques et surtout de découvertes encore de ces dernières années. Là, on a découvert encore un fossile dans les Alpes il y a quelques semaines. Tout ça va nous permettre un peu d'affiner notre, évidemment, imaginatif autour des dinosaures, mais confirmer en tout cas quelle était la vraie vie des dinosaures il y a 66 millions d'années. Oui. Moi, il y a une question que je me pose, c'est sur les couleurs. Comment est-ce qu'on sait, par exemple, qu'une espèce était de telle ou telle couleur? Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on imagine, qu'on projette, qu'on déduit? Il y a une part, évidemment, dans les fossiles où on va se dire le fossile, il termine de cette couleur-là, il a évolué à travers telle ou telle strate terrestre, donc forcément, on va tirer une couleur, mais il y a aussi l'imaginatif, on ne va pas se cacher cette fascination qu'il y a, et donc à travers cette fascination, on s'autorise un petit peu de liberté et se dire finalement, si les dinosaures étaient de cette couleur, ou en tout cas... En tout cas, c'est comme ça qu'on peut les imaginer et ça donne en effet une force de représentation qui est très importante. Derrière ce gigantisme, derrière ces images qui sont magnifiques et cette dimension sonore qui est très immersive, il y a une volonté évidemment pédagogique. On est là pour apprendre des choses. C'est à partir de quel âge, comment est-ce qu'on peut emmener des enfants, leur permettre de découvrir un certain nombre de choses sans qu'ils aient l'impression d'aller à l'école finalement? Non, bien sûr. Alors l'idée, c'est pas on en est loin, un cours sur les dinosaures, mais en tout cas, c'est d'en donner une approche qui est pédagogique, vous l'avez dit. Et on recommande ce programme à partir de 6 ans. On peut venir en famille avec, évidemment, tous les enfants qui le souhaitent. Il y a effectivement un aspect un peu photoréalistique sur ces dinosaures, donc quelques scènes qui peuvent être un petit peu impressionnantes, mais les dinosaures sont impressionnants de fait. On a aussi à l'Atelier des Lumières ce qu'on appelle l'Atelier des enfants. Donc l'Atelier des enfants, c'est une formidable expérience pour les enfants, mais aussi pour les adultes. On vient dessiner sur des ardoises des dinosaures. Ces ardoises vont être scannées et puis ensuite projetées au mur, animées au mur. Il y a de l'interactivité, les enfants et les adultes, encore une fois, peuvent jouer avec ces dinosaures-là et c'est absolument génial. Et c'est une manière de continuer à apprendre des choses en partant de cette exposition. Cette exposition qui est un petit peu moins artistique que d'autres n'ont pu l'être, c'est un parti pris, ça vient aussi évidemment de la thématique qui a été choisie. Pourtant, quand on est à l'intérieur de l'Atelier des Lumières, on ne peut nier la dimension grandiose et le côté complètement exceptionnel de cette rencontre, puisque finalement c'est une rencontre que vous nous proposez. Est-ce que vous avez décidé de vous orienter plus dans ces axes-là? On a vu qu'il y avait eu également, vous en avez parlé tout à l'heure, Le Petit Prince. Il y a eu ces voyages dans l'espace. Est-ce que vous allez vous orienter plus vers des espaces de découverte que des espaces artistiques? Alors non, l'idée c'est de intensifier notre programmation, donc proposer tout au long de l'année. Avant, on était sur un programme immersif, on va dire, tous les 10 mois avec quelques petites spéciales. Mais l'idée, c'est d'augmenter ce nombre-là de 3 à 4 programmes immersifs. Donc une fréquence encore plus importante. Absolument. Et donc, de fait, on va devoir élargir aussi les thématiques. Donc, comme vous l'avez dit, il y a les BD, il y a les œuvres littéraires, mais on va aussi se ramener à ce qu'on sait faire aussi de manière historique chez Culture Espace, un petit peu les grandes œuvres des maîtres de l'art. Et d'ailleurs, notre prochain programme sera sur la Renaissance, donc à partir de mars. Donc on revient un petit peu à ce qu'on sait faire de mieux. Et ça va être une expérience absolument fantastique. Pourquoi? Pour la raison, d'une part, c'est que c'est une production en interne. Et puis, d'autre part, on va y rajouter des effets atmosphériques. On va rajouter du brouillard de fumée, des lasers, des projecteurs lumière qui viendront en surcouche par rapport au contenu qui sera projeté. Ça va être une première en Europe. On a hâte de découvrir ça. Vous l'avez dit à partir de mars? Tout à fait, 13 mars. Le 13 mars. Ouais. Rendez-vous à l'Atelier des Lumières pour cette prochaine exposition. Et en attendant, on peut toujours découvrir cette expérience préhistorique et ces voyages au plus près des dinosaures. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous viendrez nous parler de la prochaine? Avec plaisir. C'est génial. On passe tout de suite à Figaro Histoire nous raconte. Le Figaro Histoire nous raconte, le 5 janvier 1649, c'est la nuit où Louis XIV, enfant, s'enfuit de Paris. Geoffroy Caillé, merci beaucoup d'être avec nous et puis bonne année puisque c'est la reprise de cette excellente chronique. On remonte donc d'un sacré paquet d'années, le même jour, le 5 janvier 1649. Oui. Alors ce jour-là, la situation est un peu paradoxale en France puisque on parle donc de la fuite de Louis XIV enfant avec sa mère Anne d'Autriche et Mazarin à Saint-Germain-en-Laye. Et en France, la situation est paradoxale parce que la France est victorieuse sur les champs de bataille européens. Elle se bat depuis déjà 20 ans contre l'Espagne et les Habsbourg, mais les caisses du royaume sont vides puisque la guerre évidemment coûte cher. Et donc, pour financer cet effort militaire, le pouvoir royal, c'est-à-dire la régente Anne d'Autriche, puisque Louis XIV est encore mineur,
a dû multiplier les impôts, les taxes et les emprunts qui frappent surtout la population urbaine, donc Paris en particulier. On imagine que le peuple n'est pas ravi. Oui, le mécontentement grossit et il se cristallise petit à petit autour du Parlement de Paris. Alors, le Parlement de Paris, je le rappelle, on en a déjà parlé, sous l'Ancien Régime, ça n'est pas du tout une assemblée élue, ça n'existe pas. C'est une cour souveraine, une cour de justice qui juge en dernier appel les causes qui lui sont présentées. Et les magistrats qui forment cette cour, depuis longtemps finalement, en reprenant un peu le vieux rêve féodal, entendent limiter l'autorité royale. Est-ce qu'il y a un élément qui vient aggraver cette situation déjà très tendue? Alors oui, parce qu'en 1648, le conflit est devenu ouvert lorsque le Parlement, c'est une de ses fonctions d'ailleurs, a refusé d'enregistrer plusieurs édits fiscaux édictés par la régente et se pose donc en défenseur des libertés du royaume. Et donc le peuple parisien va faire corps avec lui puisqu'il est excédé par cette vie chère, par ces réquisitions qui ont lieu. Et face à eux, le Parlement et le peuple parisien, deux figures, Anne d'Autriche, on en a parlé, c'est la régente, et puis Mazarin, son principal ministre, qui est haï à Paris car il est vu comme un étranger, il est italien, et comme un être cupide, et donc on lui fait porter un peu toute la responsabilité. Et à l'été 48, justement, la reine et le cardinal, pour juguler l'opposition du Parlement, a fait arrêter les magistrats les plus vindicatifs, les plus bruyants. Aussitôt, des barricades ont envahi Paris, et le pouvoir royal, chose un peu extraordinaire, a dû reculer. Mais ça n'est qu'un sursis parce que la méfiance est totale entre les deux camps et on se prépare à un affrontement. Et on imagine que c'est à ce moment-là que le projet de fuite commence à naître. Exactement. Paris est hostile, Paris est imprévisible, la régente s'en rend bien compte et on commence à entendre des rumeurs. Certaines évoquent l'idée de retenir le roi prisonnier à Paris tant que des édits fiscaux favorables, en tout cas agréés par le Parlement, ne seront pas votés. C'est quoi, c'est une sorte de kidnapping qui est envisagé? Oui, on pense à ça. On se dit on va le retenir au Palais Royal où il habite avec sa mère et on le voit enfant ici et pendant ce qui va devenir la Fronde et le danger est donc grand. Le roi est à la merci de la foule parisienne et du Parlement, parce que le roi est malgré tout, du haut de ses 10 ans, est le cœur du pouvoir. Ça fonctionne comme ça dans la monarchie française. Et donc, si on le perd, même symboliquement, ça serait une catastrophe politique absolue. Et un affaiblissement aussi, on l'imagine, de la royauté. Oui, de la royauté qui est encore en pleine construction. Richelieu et Louis XIII ont fait encore tout ce qu'ils ont pu à la suite d'Henri IV pour affermir ce pouvoir royal vis-à-vis des grands seigneurs, mais ils risquent de perdre la partie si là, le roi devient l'otage des magistrats qui sont essentiellement la haute noblesse de robe dans son palais royal et donc la reine décide de partir et on envisage une fuite qui doit être à la fois rapide pour éviter toute réaction du peuple de Paris, qui doit être discrète évidemment pour ne pas déclencher d'émeutes dans la capitale et également irréversible, c'est-à-dire la condition d'un retour du roi ensuite sera que vraiment les troubles politiques auront pris fin. Donc dans de bonnes conditions. Oui. Et c'est là qu'on arrive à cette fameuse journée du 5 janvier 1649. Oui, on est le soir du 5 janvier 1649 et on est au Palais Royal. C'est l'actuel Palais Royal devant le Louvre. Alors, il a un peu changé parce qu'il a été incendié en 1848, mais c'est toujours à cet endroit-là, palais que le cardinal de Richelieu avait fait construire, avait offert à Louis XIII, que Anne d'Autriche et son fils Louis XIV et son frère Philippe d'Orléans vivent. Et c'est là qu'on organise cette fuite de l'enfant royal et de ce petit noyau familial. Louis XIV est réveillé dans la nuit. On lui fait enfiler des vêtements extrêmement simples, loin de ces vêtements d'apparat habituels comme ceux qu'on voit à l'écran, des vêtements brodés. C'est pas du tout l'ambiance. Le petit roi ne comprend pas tout, mais il sent qu'il y a une tension autour de lui. Il sent malgré tout l'urgence de la situation. Et aucun cérémonial, aucun honneur évidemment, le roi de France va partir comme un fugitif. Des carrosses attendent dans la cour du Palais Royal. Il quitte discrètement le palais. Les rues de Paris sont sombres, glacées. Il fait un froid aussi polaire qu'aujourd'hui, on pourrait dire. Et chaque bruit évidemment est une menace pour les habitants de ce carrosse. Ouais, on imagine bien que si la population se rend compte de qui est à l'intérieur de ce carrosse, les choses vont mal finir. Ils vont mal finir. Ils vont arrêter le carrosse. Ils vont ramener, j'allais dire, la famille royale. Je pense déjà à la fuite à Varennes. Mais il y a un peu cette idée-là, que le peuple va
va maîtriser vraiment les occupants du carrosse. Et puis finalement, la petite colonne traverse la ville sans encombre, la ville endormie, et réussit à franchir les portes. Et une fois hors des murs, le danger immédiat est passé. Mais le voyage reste éprouvant parce que, je le disais, il fait très froid, les routes sont mauvaises et enfin, à l'aube, le cortège arrive au château de Saint-Germain-en-Laye. Et là, c'est un vrai choc. Oui, c'est un vrai choc. Alors, vous savez que Saint-Germain-en-Laye, le château, c'est le lieu de naissance, justement, de Louis XIV. Mais depuis tout ce temps-là, il vit soit au Louvre, soit donc au Palais Royal. Et c'est le choc parce que le château de Saint-Germain, il est conforme à tous ces châteaux de la monarchie française qui ne sont habitués que quand le roi y vient. Donc, c'est un château qui est démeublé, avec aucune commodité préparée pour accueillir les nouveaux arrivants. Et un peu comme à l'époque où la cour était itinérante, vraiment, on n'a rien préparé tant que le roi n'est pas là. C'est très sommaire, au point que la reine, le roi, le dauphin, Philippe d'Orléans, dorment sur des matelas qu'on jette comme ça dans une grande galerie par terre. Il y a quelques bottes de foin. Et voilà comment le roi de France, le souverain le plus puissant d'Europe, est réduit à des conditions extrêmement précaires. Mais pour Anne d'Autriche, le plus important, c'est que le roi soit en sécurité et que voilà, il puisse rester au château tant que la situation n'est pas réglée à Paris. On imagine donc que le 6 janvier, Paris se réveille sans roi. Paris se réveille sans roi, et c'est d'autant plus paradoxal, j'y ai pensé en préparant cette chronique, c'est que le 6 janvier, depuis le XIVe siècle, on fête l'épiphanie et donc on tire les rois. Ah oui, la bien coutume vu. existe déjà de tirer les rois avec un gâteau des rois, et donc Paris se retrouve paradoxalement à tirer les rois sans roi. Et donc évidemment la nouvelle de la fuite du roi, du jeune Louis XIV, se répand dans la capitale, le choc est très très fort, et en fait cette fuite radicalise les positions, puisque du côté de la reine, il est hors de question de revenir à Paris tant que la situation n'est pas réglée, et du côté du Parlement de Paris, celui-ci se pose en défenseur d'une capitale qu'il prétend abandonner. Oui, donc il y a ceux qui disent que Paris est une ville rebelle, on imagine bien que c'est Anne d'Autriche et la famille royale, et d'autre part, vous l'avez dit, ceux qui imaginent avoir été abandonnés par leur roi. Exactement, sauf que le Parlement manque d'un moyen essentiel, c'est le commandement de l'armée. L'armée est aux ordres de la régente, et donc Anne d'Autriche très vite envoie les troupes royales encercler Paris, c'est le grand Condé, cousin du roi, qui est à la tête de ces troupes. Et de janvier à mars 1649, Paris va être assiégé, va être affamé, notamment en partie. C'est la partie qu'on appelait la fronde parlementaire, puisque l'opposant principal, c'est le Parlement. Et il faut attendre le 11 mars simplement pour que la reine et les parlementaires signent la paix de Rueil, pour mettre fin donc à cette fronde parlementaire. Et par mesure de sécurité, le jeune Louis XIV et sa mère vont attendre le 18 août 1649 pour rentrer dans la capitale, pour faire un retour absolument triomphal. On le voit à l'écran, les Parisiens retrouvent leur roi, les magistrats sont calmés et le roi va pouvoir enfin régner. Et c'est une fuite qui va profondément marquer la mémoire de Louis XIV. Oui, exactement, parce que Louis XIV a exactement 11 ans lors de son retour à Paris. Il va avoir 11 ans quelques jours plus tard, et ça n'est pas un simple épisode logistique, cette fuite à Saint-Germain-en-Laye. C'est un tournant vraiment psychologique important. Pour Louis XIV, cette nuit, on peut dire, c'est vraiment une blessure fondatrice. Il ne va oublier ni les conditions dans lesquelles il est parti, extrêmement terrifiantes, surtout pour un enfant, et également tout ce que ça représente, cette ville hostile pour son pouvoir à venir. Et donc, devenu adulte, il va tirer une conclusion absolument claire, c'est que le roi ne doit jamais être prisonnier de ses élites, même si ce sont des magistrats qui ont pour mission d'enregistrer des édits royaux, il ne doit pas être leur otage. Et probablement, c'est à ce moment-là, dans son esprit d'enfant roi, que vraiment une conception du pouvoir qui est fondée sur une certaine distance vis-à-vis de ses élites, et surtout sur le contrôle et la majesté absolue qu'il doit incarner, se met en place vraiment dans son esprit. Est-ce qu'il faut y comprendre et y voir la raison de son attachement profond à Versailles, comme si Paris était une ville dangereuse, une ville dont il se méfie? Alors on l'a répété pendant très longtemps et ça pouvait avoir du sens, puisqu'effectivement il va s'installer à Versailles comme on le sait, et effectivement, de Versailles au moins il ne peut pas être prisonnier de Paris. Et en parlant récemment avec l'historien Alexandre Maral, qui vient de publier un très beau livre, Tout sur Versailles, aux éditions Perrin, il m'a fait remarquer que son père Louis XIII avait construit ce premier château de Versailles en 1623 comme un relais de chasse, certes, pas comme le centre de son pouvoir, mais déjà il avait amorcé, et après lui le cardinal de Richelieu qui s'est fait construire un palais à Rueil, il avait amorcé, si vous voulez, le début d'une décentralisation du pouvoir et d'une installation à l'ouest de la capitale, avec l'idée qu'avec un peu de champ, un peu de recul, on maîtrise mieux les choses, on a une meilleure vue d'ensemble. Et donc Louis XIV ne va pas s'installer à Versailles
parce qu'il était traumatisé enfant, mais plutôt parce qu'il a compris l'intention de son père, donc ça remonte à avant lui, cette idée vraiment de mieux maîtriser les choses à distance. Et puis il y a une autre dimension qui est tout à fait évidente, c'est que à Paris, il ne peut pas tellement créer. Son grand dessein pour son château, évidemment, c'est de voir les coudées franches. Or, le Louvre est très contraint, alors que Versailles, il a toute la place qu'il faut pour créer vraiment un domaine où il va pouvoir, certes, domestiquer la noblesse, mais également vraiment développer le projet qu'il a pour son palais. Et aujourd'hui, on en mesure le résultat absolument somptueux. Éblouissant. Merci beaucoup Geoffroy Caillet de nous avoir raconté une page de l'histoire de France. On continue à vous retrouver dans l'émission tous les lundis avec beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, excellente soirée. Et moi je vous donne rendez-vous demain dans Bienvenue en Ile-de-France, toujours à la même heure. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV.